Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un point lecture avec, vous allez voir, beaucoup de littérature blanche contemporaine. Ouais, j'en ai 4. Et ensuite j'ai 2 thrillers à vous présenter. Pas de fantaisie ce mois-ci et des lectures un peu malheureusement en demi-teinte. Le mois de septembre n'a pas été un super mois en termes de rentabilité dans la lecture, même si j'aime pas ce mot-là, mais j'ai pas eu le temps énormément de lire, forcément. Donc j'ai moins lu, j'ai lu des livres plus courts et des livres, vous allez voir, ouais si. Allez, il y en a 3 qui sont, ouais, bof bof quoi, moitié-moitié, 3 qui sont bien et 3 qui sauvent quand même le mois. Comme d'habitude, je commence parce que j'ai le moins aimé pour aller vers ce que j'ai le plus préféré. On y va avec ce livre-là, dont je vous parlerai très rapidement, puisqu'il s'agit donc de Je suis le genre de fille de Nathalie Kupperman. C'est chez Folio et je l'ai lu dans le cadre du trophée Folio L. D'ailleurs les 3 prochains, enfin les 2 prochains qui arrivent, c'est pareil, c'est dans ce cadre-là. Il faut qu'on vote à partir du 17 octobre, il m'en reste un à lire encore, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu accéléré les choses. Alors ça parle de quoi? Ça parle de Juliette qui a la cinquantaine, qui est parisienne, qui a une fille ado qui a 15 ans. Juliette est divorcée, Juliette n'a pas de mec, Juliette a un boulot pourri, Juliette a une ado qui a 15 ans qui lui tourne le dos. Bref, la vie de Juliette c'est nul, c'est étroit, c'est étriqué. En plus, j'ai senti que l'auteur, dans ce bouquin, elle fait bien sentir que Juliette est parisienne, la parisienne de base, qui ne connaît que Paris et pas le reste du monde, c'est la province. Donc j'ai senti qu'il y avait une espèce de mépris de la part du personnage dans ce bouquin. Je me suis emmerdée en fait, donc je suis allée au bout de ce livre parce que je suis un peu sadomaso, n'est-ce pas? Il ne fait que 220 pages, je suis allée au bout et je ne lui ai trouvé aucun intérêt. Je vais être dure, je me demande même pourquoi on a édité ce bouquin. Voilà, moi je n'ai eu que des retours négatifs sur ce livre, avec les gens avec lesquels j'ai pu en parler. J'ai pas trouvé quelqu'un qui avait aimé, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de discuter avec vous, mais sans intérêt. Next. Je vous économise, je sais pas ça coûte combien ça coûte 8 balles, je vous économise 8 balles, allez vous boire un apéro avec, c'est 8 balles économisées et passez votre chemin. Si vous voulez l'emprunter à la bibliothèque, allez-y, mais ne l'achetez pas, franchement ça vaut pas le coup. C'est ce genre de bouquin, ça va finir en boîte à livres, je vais pas le jeter parce que je jette pas les livres, mais ça va finir en boîte à livres ou ça va finir, je vais le donner à quelqu'un que j'aime pas. Le mauvais cadeau de Noël en fait. Tiens, mais plus mauvais, pas coup de cœur. Voilà, ça ce serait une bonne idée pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Voilà, comme la fille sur la couverture, voyez-vous, j'avais envie de mourir étouffée par un coussin quand je lisais ça. Donc voilà. Toujours dans ce cadre du trophée Folio L, mais qu'allait-elle faire dans cette galère, vous allez me dire? J'ai lu La vérité sort de la bouche du cheval, c'est de Meriem Alaoui, c'est une autrice qui est d'origine marocaine. Ça a commencé bien, puisque nous sommes à Casablanca de nos jours, donc au Maroc, et on va suivre Djmaïa, qui est prostituée, qui se prostitue, et bah comme bien souvent, c'est à la faute d'un homme, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée embarquer dans des tas d'histoires, et pour s'en sortir, comme c'est une femme et qui plus est qu'elle est au Maroc, et que quand on est une femme au Maroc, si on n'a plus le père, le frère, le mari pour vous protéger, et ben on n'est plus rien. Voilà. Donc elle se prostitue avec d'autres copines prostituées. Donc ça commençait bien ce bouquin, je vous disais, parce que dans la première partie, on la suit, Maya, dans son quotidien. Elle est assez rigolote, elle a beaucoup de caractère, elle se laisse pas marcher dessus, elle est assez vulgaire, mais je trouve qu'ici la vulgarité donne un tour comique à ce personnage et que ça la sert. C'est assez marrant, c'est vraiment un personnage truculent, parfois grotesque. Et puis on voit toute cette misère, en fait, et toute cette hypocrisie de la société marocaine, en fait, qui, bah oui, qui a des prostituées, mais qui ne veut pas le reconnaître et qui les cache, avec ces femmes qui sont obligées de faire ça parce que souvent elles sont déshonorées, c'est une histoire de déshonneur, tout simplement. Y a vraiment un côté bien sûr misérable dans ce livre, mais
l'auteur tourne les choses de telle façon qu'on ne le ressent pas forcément. On a plutôt envie de rire, mais dans le bon sens. Maya, elle prend les choses toujours du bon côté. Donc on va la suivre un peu dans ses pérégrinations. Et puis un jour elle va rencontrer une femme, enfin c'est plutôt une femme qui veut la rencontrer parce que cette femme elle est réalisatrice. Et elle veut tourner un film sur les prostituées à Casablanca. Et Maya va devenir son actrice principale, on va dire. Et en fait, je trouve que la deuxième partie, on piétine un peu dans la smoule, c'est toujours la même chose. La vulgarité de Jmaya, au bout d'un moment, elle m'est ressortie par les yeux, j'en pouvais plus, et on n'avance pas. En fait, je me suis dit, tiens, il va se passer quelque chose d'intéressant, ça va avancer, et en fait, pas du tout, on fait du surplace. Il se passe pas grand chose, il n'y a pas d'intrigue quoi, à part le fait qu'on la suive en tant que prostituée et puis elle va passer devant la caméra, voilà, il se passe pas énormément de choses. Donc c'était sympathique, mais là encore une fois, si vous pouvez vous éviter de l'acheter, empruntez-le plutôt parce que moi c'est pas une lecture qui va rester impérissable dans ma mémoire. Ouais, c'était sympa, mais un peu redondant à la fin, un peu saoulant. Je continue toujours chez Folio. Je suis désolée, je vais vous saouler dans cette... C'est le dernier, après je change complètement de style. Il s'agit du discours de Fabrice Caro, donc toujours dans le contexte du trophée Folio L. Fabrice Caro, certains m'ont... Quand j'ai dit sur Instagram que je le lisais, certains m'ont dit « Ah ouais, j'ai trop envie d'avoir ton avis » parce que je crois que c'est un auteur qui est connu plutôt pour ses bandes dessinées humoristiques et que ça cartonne bien. Ouais, c'est ça. Enfin, il a fait un truc Zai Zai, je sais pas ce que c'est ce qu'il a fait, l'humour décalé de Zai 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 Zai, je crois que c'est une BD, mais je suis pas sûre de moi, je suis pas trop allée voir. Du coup, qu'est-ce que c'est le discours? C'est encore une fois un tout petit livre qui fait 200 pages. On va suivre Adrien. Adrien, il a la quarantaine et comme toutes les semaines, il est invité à dîner chez ses parents en compagnie de sa sœur et de son beau-frère qui s'appelle Ludovic. Et Ludovic demande à Adrien de lui faire son discours de mariage puisqu'il s'apprête à épouser la sœur d'Adrien, donc il lui demande en faveur, faites-nous un beau discours. Donc Adrien, c'est un personnage qui est très maladroit, pas très bien dans sa peau, qui fait souvent des gaffes, qui sait pas vraiment comment dire les choses franchement aux gens, de manière honnête, pas qu'il est hypocrite, mais il a peur de blesser les gens, donc il préfère biaiser pour ne pas dire ce qu'il pense de certaines choses aux gens, et donc il ne peut pas refuser. Et donc Adrien va s'enliser un peu dans ce oui qu'il a dit malgré lui et il va imaginer les discours qu'il pourrait prononcer au mariage de sa sœur et de son beau-frère. On va aussi, alors Adrien il vient de se faire larguer par sa copine, enfin en tout cas ils font une pause, il lui a envoyé un message à 17h30, il a vu qu'elle l'avait lu à 17h56, elle ne lui répond pas et ça lui fait toute sa soirée. Il se demande pourquoi Sonia ne lui répond pas à son SMS, etc. Ça tourne en boucle dans sa tête et donc en fait on va passer en revue un peu la vie d'Adrien. C'est très difficile de faire rire dans un livre, c'est beaucoup plus facile de faire pleurer que de faire rire. Donc forcément on va pas rire, vous n'allez pas vous taper des grosses barres du début à la fin. Par contre, moi j'ai quand même eu 2-3 fous rires avec les larmes aux yeux, notamment au tout début où il m'a fait beaucoup rire parce qu'il fait un cadeau à ses parents à Noël. Quand il est je crois que quand il est en 6ème au collège et ce cadeau horrible trône toujours dans la cuisine et voilà, on a tous fait le cadeau affreux que les parents gardent avec amour dans un coin de la maison. Et il y a 2-3 situations qui m'ont bien fait marrer. Après c'est pareil, c'est pas un livre où il se passe des choses, il n'y a pas d'intrigue. Donc c'est un livre plutôt introspectif où on va suivre ce personnage un peu maladroit, pas bien dans ses baskets, vous allez rire 2-3 fois et puis basta. C'est comme les 2 autres précédents, je vais pas en avoir un souvenir impérissable et voilà, j'ai passé un bon moment mais sans plus. Donc voilà, je sais que certains attendaient mon avis parce que Fabrice Caro il est connu a priori pour son humour, là vous allez rire. Mais vous n'allez pas rire à toutes les pages, c'est pas possible. Et c'est encore une fois, je reconnais que c'est très difficile de faire rire dans un livre. Mais tentez-le, ça peut être une lecture un petit peu détente, sympa, entre 2 gros pavés, 2 gros thrillers, ça peut le faire. Alors je change cette fois-ci complètement de catégorie, puisque je vais vous présenter un thriller que je qualifie, je suis pas sûre que l'auteur soit vraiment d'accord avec ce qualificatif, mais c'est pour vous situer un peu les choses. Moi je le qualifie de thriller médical. Et c'est un livre qui est auto-édité, que vous pouvez commander sur le site de l'auteur, je vais vous dire ça tous, alors je vais déjà vous le présenter.
Il s'agit de Adopt de Arnaud Poissonnier. Donc c'est un livre, comme je vous l'ai dit, qui est auto-édité et vous pouvez le trouver sur www.adopt-roman.fr. Et il coûte 21,50 €. Et c'est un livre qui est solidaire puisque une partie des fonds de ce livre sont reversés à l'hôpital Necker, qui est un hôpital pour les enfants. Alors Arnaud Poissonnier, en fait, il m'a contacté via Instagram pour me demander si je voulais lire son thriller. On a discuté, le courant est plutôt bien passé et j'ai pas du tout l'habitude de lire de l'auto-édité, je m'en méfie. Pourtant je me suis lancée parce que je trouvais que la manière dont il m'avait abordé c'était sympa. Il a beaucoup d'humour et puis le site, vous pouvez aller voir le site hein, adopt-roman.fr est bien fait. Donc j'avais commencé à lire, je me suis dit ouais le style ça a l'air d'aller. Et en effet c'est vraiment pas mal du tout pour de l'auto-édité. Parce que je suis toujours un peu frileuse avec ça. Donc ça parle de quoi? En fait c'est un roman qu'il a commencé à écrire. Faut que je vous mette un peu le contexte parce que sinon vous allez dire ouais le mec il a profité de la situation. Mais pas du tout. C'est un roman qu'il a commencé à écrire il y a 3 ans. Et en fait il a imaginé une pandémie mondiale. Patatras, le Covid arrive. Il s'est demandé s'il allait éditer ce bouquin. Et en fait il l'a intégré d'une certaine manière dans son livre. Donc au début du livre, les 100 premières pages, on est un peu paumé parce que l'auteur va nous présenter une galerie de personnages qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Donc on va avoir autant des femmes que des hommes, un journaliste, un fondateur d'une organisation d'adoption. On va avoir une femme qui s'appelle Jeanne, c'est ça. Jeanne qui a adopté un petit garçon originaire des Philippines qui s'appelle Maximilien. Et on se demande où il veut en venir. Et puis aux alentours de la 100e page, toutes les choses se mettent en place. Puisqu'en fait Maximilien, le petit garçon qui a été adopté par Jeanne, donc il a 5 ans, il meurt subitement. Dans d'atroces circonstances, il meurt, il se plaint de maux de ventre extrêmes et les médecins n'arrivent pas à le soigner et malheureusement le petit garçon décède. Et en fait, on va se rendre compte que beaucoup d'enfants, à ce moment-là, dans le monde, meurent des mêmes symptômes que Maximilien et il s'agit donc d'une pandémie. Et vous avez un journaliste qui va s'appeler Victor, qui est un journaliste d'investigation, qui lui a commencé à faire le lien, qui va entrer en contact avec Jeanne et ils vont enquêter chacun de leur côté pour découvrir quelque chose de plutôt ouais, assez horrible. On va s'orienter, je vous dis rien, mais on s'oriente plutôt vers l'expérience médicale, la recherche médicale. Voilà, ça va être plutôt de cet ordre-là. Donc, l'auteur a fait énormément de recherches. Il y a des pages et des pages où il détaille certains protocoles médicaux, certains protocoles pour... parce que ça parle d'adoption, certains protocoles d'adoption. Ça apporte, moi j'ai trouvé que ça apportait beaucoup au livre. Je vous le dis parce que c'est quand même parfois pas évident à suivre. Il y a beaucoup de termes techniques. Donc il faut quand même rester accroché et concentré. Après ça se tient d'un bout à l'autre. Bon j'ai tiqué sur 2-3 trucs, mais en même temps c'est un premier bouquin donc ça peut pas être parfait selon moi. Moi j'ai tiqué sur les dialogues, j'ai trouvé que certains dialogues manquaient de naturel et qu'en fait l'auteur voulait aller trop vite. Il mettait un peu la charrue avant les bœufs et du coup les dialogues ça se ressent, c'est-à-dire que les personnages se mettent tout de suite d'accord ou... enfin, je sais pas si j'arrive à vous faire bien comprendre ce que je veux dire, mais ça manque de naturel, c'est ok t'es d'accord, donc on fait ça. Et en fait non, parfois il y a besoin de dialogue plus approfondi ou de description plus approfondie. Et en fait, je m'attendais pas du tout à la direction que ça allait prendre par rapport à... Ouais, on bascule véritablement au bout d'un moment dans du thriller et thriller médical. Moi ça me fait penser aux auteurs comme, je crois que c'est Robin Cook, je peux vous dire de bêtises, qui écrit du thriller médical. C'était vraiment pas mal. À part ce bémol, je vous dis, sur les dialogues, où parfois moi j'ai un peu tiqué, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour un premier livre et ça reflète parfaitement, il a anticipé en fait l'épisode du Covid. Bon, bien sûr c'est poussé à l'extrême, mais il y a certains passages qui vont vraiment froid dans le dos et je vous recommande ce livre parce que c'était dans le genre, si vous aimez ce genre là, ça peut vraiment le faire. Je continue avec de la littérature blanche, donc vous voyez je passe du coq à l'âne avec une... c'est pas du tout ça. Je reviens, je me suis trompée. Je reviens. C'est pas ça, c'est ça. Excusez-moi pour le... Pardon. On n'a rien vu. Hein.
C'est La consolation des inconnus de Alice Nelson et c'est aux Escales. C'est paru, je crois, mi-septembre. J'ai adoré ce bouquin. C'était vraiment trop bien. Il est pas très gros. Ouais, combien il fait? Ouais, il fait 300 pages. Et c'est un bouquin, je trouve qu'on n'a pas assez entendu parler sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une petite pépite dont on n'a pas parlé et qui mérite vraiment le coup d'œil. En tout cas, moi, il développe un thème qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup. Alors, ça raconte quoi? On est dans les années... voilà, dans nos années à nous. Hein. On est à New York. Et en fait, on va suivre deux familles, donc les chapitres vont s'alterner. On va suivre Marina, qui est écrivaine, universitaire. Elle s'est mariée avec Jacob, qui est psychiatre, qui a un fils issu d'un premier mariage. Ils vivent tous ensemble. Ils ont acheté une maison dans le Queens parce que Marina, ça lui tenait à cœur d'être au contact avec une population, avec un quartier un peu populaire, une population métissée. Jacob et Marina sont juifs, alors c'est important que je vous le dise, ils sont d'origine juive. Ils observent, alors aussi ils font Shabbat, mais sinon ils n'observent pas tant que ça la religion. Et en fait, ils ont chacun, le passé de leurs parents, qui sont donc juifs, est assez douloureux. On le comprend au fur et à mesure des chapitres qui reviennent sur le passé des parents de Jacob, sur la mère notamment de Marina, qui est une émigrée polonaise qui est arrivée à New York, qui n'a pas réussi à s'intégrer. Les parents de Jacob, eux, ont connu la déportation. Ouais, il y a tout un contexte comme ça sur le fait d'être juif, qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui à New York, le poids de ce que l'on porte sur ses épaules. Il y a toute cette histoire-là. Et puis on va suivre des chapitres qui alternent avec l'histoire de Constance. Constance, elle est d'origine rwandaise, elle a fui le massacre. Alors non, ça se passe pas dans les années 2000, je vous dis une bêtise, ça se passe en 1997. C'est important. Parce que Constance, elle a échappé au massacre des Hutus contre les Tutsis, donc au Rwanda, c'est en 1994. Et en fait, elle a un fils qu'elle a appelé Gabriel. Et on se rend compte, elle n'aime pas son fils. C'est-à-dire qu'elle l'aime pas, elle ne lui montre aucun signe d'amour. Jamais elle va l'embrasser, jamais elle va... par exemple, s'il tombe, elle va pas le relever. Elle va se contenter de le laver, de l'habiller, de le nourrir et c'est tout. Elle ne lui parle pas. On sent qu'elle n'a pas du tout d'amour pour son fils. Et nous, on le devine très rapidement, c'est que ce fils, si elle n'a pas d'amour pour lui, c'est qu'il est né d'un viol. Puisque le viol a été, et il est toujours utilisé comme arme de masse, comme crime de masse dans ces pays-là. Et donc en fait, elle a porté cet enfant, elle a accouché de cet enfant, elle l'a parce qu'il est là, mais elle n'en veut pas finalement. Et en fait, ça va être la rencontre entre Marina, qui elle n'a pas pu avoir d'enfant avec Jacob, et Constance, qui elle a eu cet enfant dont elle ne veut pas. Ça va être la rencontre entre deux mondes, entre deux femmes, entre comment dire, d'un côté vous avez Constance, la rwandaise qui est exilée, qui a connu un traumatisme dans sa vie. De l'autre côté vous avez Marina qui a eu une mère très difficile, avec laquelle c'était très difficile de vivre, une mère qui a été aussi exilée, donc d'un certain côté Marina elle a ressenti cet exil. Vous avez un parallèle en fait qui est fait entre l'exil des Rwandais, l'exil des Juifs, le massacre des Tutsis, le massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très bien fait, c'est très beau, c'est très doux. Alors il se passe pas énormément de choses, je vous préviens, c'est pas une grosse intrigue, vous êtes là, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment dans la douceur, dans la transmission de certaines choses. Et tout est fait dans le non-dit, dans l'implicite, c'est-à-dire que l'auteur ne va pas dire « Ah oui, Constance s'est fait violer, donc elle n'aime pas son enfant ». Ça, c'est le lecteur qui le devine par des petits signes. Alors bien sûr, c'est compréhensible, mais c'est pas dit avec un gros panneau rouge qui attire notre attention. Moi, j'ai vraiment aimé, l'écriture est très belle, et le thème m'a touchée tout simplement, donc j'ai trouvé que c'était... vraiment une super lecture et je vous le recommande. Et c'est dommage que ce soit pas passé comme ça. Je regarde parce que... Ouais, c'est bon. Qu'il soit passé un petit peu inaperçu ce bouquin. Parce que je trouve qu'il est vraiment... Ouais, c'était vraiment un beau livre.
Elle est australienne, l'auteure, je la connaissais pas. Et je vous le recommande si vraiment ce thème de l'exil, de comment survivre, comment se reconstruire après un traumatisme, lisez-le parce que c'est vraiment très très beau. Et je termine par du thriller bien noir cette fois-ci, puisque c'est quand même un petit peu ma préférence. Je vais vous parler de L'homme de Lewis, de Peter May, et c'est chez Actes dans leur collection Babel, donc c'est leur collection de poche. Alors attention, c'est un deuxième tome. Le premier tome j'avais adoré, c'était L'île des chasseurs d'oiseaux, et c'est un deuxième tome, et je vous recommande quand même de lire en premier L'île des chasseurs d'oiseaux, et ensuite d'enchaîner avec celui-ci parce que c'est deux enquêtes différentes, certes, mais au niveau des personnages, je trouve qu'il faut lire le premier, sinon vous allez être largué. Déjà moi, L'île des chasseurs d'oiseaux, je l'ai lu il y a quand même 4-5 ans. Je me rappelais plus en fait des liens entre les personnages, j'étais un petit peu perdue. On a lu ça entre copines sur... donc il y avait Mélanie avec nous et Léa, on a lu ça toutes les trois, et heureusement qu'elles étaient là pour nous remettre un peu les choses en place parce que c'était pas gagné. Alors, de quoi s'agit-il? L'homme de Lewis, on va suivre Finn McLeod qui était flic, qui a repris, alors il n'a pas vraiment pris sa retraite, mais il a arrêté d'être flic. Il retourne sur l'île de Lewis. L'île de Lewis, c'est l'île la plus au nord de l'Écosse, donc c'est une île écossaise. Il y retourne, il vient de divorcer, ça va pas du tout dans sa vie, il va retaper la maison de ses parents sur l'île de Lewis sur laquelle il est né. Et en fait, dans le même temps, on retrouve dans la tourbe un corps qui a été conservé de manière intacte, parce qu'on nous explique que dans la tourbe, donc la tourbe c'est les Écossais, c'est une espèce de terre qu'ils prennent, qu'ils font sécher, ça leur sert en fait de combustible pour la cheminée, ça remplace le bois. La tourbe conserve les corps, et on retrouve un corps qui pourrait dater de plusieurs milliers d'années, comme de plusieurs centaines d'années. En fait, on se rend compte que ce corps date d'une cinquantaine d'années et que ce corps a un lien avec un homme du village, parce qu'ils ont le même ADN, on fait une recherche d'ADN, sauf que l'homme avec lequel ça correspond, l'ADN, souffre d'Alzheimer, c'est un papy, il souffre d'Alzheimer, et comble de malchance pour Finn McLeod, ce papy qui souffre d'Alzheimer, c'est le père, je sais pas si vous allez me suivre, de Marsali, je sais pas comment on prononce, qui est en gros l'amoureuse de Finn McLeod, son amour de jeunesse. Voilà, donc bien malgré lui, Finn va reprendre un petit peu l'enquête, va reprendre du service en off. Parallèlement, il va faire sa petite enquête pour savoir, pour essayer déjà de parler à Tormod qui souffre d'Alzheimer, qui est cet homme qui a été retrouvé dans la tourbe, quel lien et comment surtout il a été retrouvé dans cette tourbe, puisque a priori il a été assassiné dans d'atroces circonstances. Du coup, on va avoir des chapitres au présent où Finn se rend près de Tormod pour essayer d'enquêter, pour essayer d'en savoir plus, et on va avoir des chapitres qui concernent Tormod, où là sont des chapitres où il dit je, puisqu'on va retourner dans le passé de Tormod lorsqu'il est tout jeune, et en fait il va nous raconter, tous ces chapitres dans le passé vont nous raconter l'histoire de Tormod et ce qui est arrivé au personnage qui a été retrouvé dans la tourbe. C'était vraiment super bien parce qu'il y a un côté très beau où l'auteur, je trouve, traite de la maladie d'Alzheimer avec beaucoup de délicatesse. Il en parle très bien, c'était vraiment beau dans ce sens-là, c'est très bien, c'est passionnant l'histoire de Tormod lorsqu'il nous raconte quand il était plus jeune, son passé, vraiment c'était haletant, j'avais vraiment envie de savoir ce qui lui était arrivé, quel est le lien avec le corps qui a été retrouvé. On a aussi tout un pan de l'histoire, les protestants d'un côté, les catholiques de l'autre, donc c'était vraiment passionnant. C'était bien, d'un bout à l'autre c'était bien. Le seul truc qui nous a chiffonné avec les filles, c'est que la fin, elle est un peu, c'est pas qu'elle est bâclée, c'est qu'elle est hyper rapide. Bon, il fait 500 pages je crois, non même pas, il fait 370 pages, donc vous avez 350 pages vraiment bien détaillées, où on prend son temps, etc. Et les 20 dernières pages, emballé, c'est pesé, c'est terminé. Et du coup je me suis dit, ah ouais c'est ça la fin, en fait c'était rapide, en 10 pages c'était réglé. Donc voilà. Il me reste le dernier tome puisque c'est la trilogie écossaise de Peter May. Et il est sorti hier en intégrale, une très belle intégrale. Il me reste à lire Le Braconnier du Lac Perdu. Voilà, donc il faut que je me le procure et puis je le lirai incessamment sous peu.
Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. Donc vous avez vu, il y avait du très mauvais, il y avait du très bon. Donc c'est vraiment équilibré, moitié-moitié. J'ai reçu pas mal de bouquins. La dernière fois que je vous ai fait un book haul, je crois que c'était fin août. Donc je crois que je vais vous tourner à la suite de cette vidéo un book haul. Les réceptions de septembre et de début octobre. Tant pis, je vais un peu mélanger, mais il faut que j'accélère. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis très active sur ce réseau social. Si vous voulez me contacter, il y a mon adresse mail, j'ai aussi une page Facebook et un blog, mais c'est vraiment sur Insta où j'essaie de publier tous les jours et où j'aime bien faire des lectures communes avec vous, donc n'hésitez pas. Et à discuter avec vous. Voilà, je vous laisse, j'espère que je vous ai convaincu sur certains bouquins, que je vous aurai fait économiser des sous sur d'autres. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, un book haul. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!